La Banque Populaire Grand Ouest donne le go pour TVR Business Club, hashtag la réussite est en vous. Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur votre plateau du TVR BPGO Business Club. Vous le savez, l'économie décryptée par ceux qui la font et avec nos trois chroniqueurs du jour. Je vais vous les présenter dans un instant. Nous sommes très heureux, voire honorés d'accueillir sur ce plateau Charles Bietri. Charles Bietri, bonjour. Bonjour. Grand merci d'avoir répondu à l'invitation de ce magazine économique. Nous avions envie, avec vous, de croiser l'économie et le sport. Deux entités que vous connaissez parfaitement. Je rappellerai que vous avez dirigé le service des sports de l'AFP, vous avez lancé la direction des sports aussi de Canal+, entre 84 et 98, en passant de 2 à 70 journalistes, puis le service des sports de TF1, la direction des sports à France Télévisions, avant de lancer beIN Sport en 2012. Et puis, il faudra aussi parler de votre présidence. Elle a été rapide mais marquante au Paris Saint-Germain. C'était en 1998. Vous voyez, les thèmes ne vont guère manquer avec vous. Pour vous interroger, Maurice Bourrigaud, qui était vraiment impatient de vous rencontrer, le directeur général de la Banque Populaire Grand Ouest. Merci également à Hélène Lodic-Baron-Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Rennes, et merci également à un véritable passionné du ballon rond et de la boxe, Grégory Renoux, président du groupe Convivio, premier groupe indépendant de restauration sur la moitié ouest de la France. Pour démarrer cette émission, j'avais envie de vous demander une date qui est importante, c'est votre licence de football. Vous êtes rennais, c'est votre ville, c'est votre club, le Stade Rennais Football Club, et cette licence au Stade Rennais, elle date maintenant de... Exactement 70 ans. Voilà, le mois c'est dernier, un anniversaire. C'était en 1950. Qu'est-ce que c'est loin, hein, 1950. Hein. Ouais, ben, j'étais Poussin, je crois que ça s'appelait Poussin à ce moment-là. Mon entraîneur, évidemment, plus personne de nos téléspectateurs ne le connaît, mais était Monsieur Batmal, qui avait été un très grand joueur, un très grand entraîneur. Le dirigeant était le commandant Bonneville, et à ce moment-là, c'était un vrai dirigeant. Il fallait pas moufter, même dans l'équipe des Poussins. Et je suis resté 10 ans au Stade Rennais. Et quand on a de 7 à 17 ans, c'est des moments merveilleux. Et donc, sur le terrain de la route de Lorient, pour moi, c'est toujours la route de Lorient. À côté, vous avez du mal à vous en départir un peu, hein? Ah oui, je crois que j'arriverai jamais. Et le terrain de la conciergerie qui était à côté, déjà, il est resté un petit peu plus longtemps. Et les plus jeunes ont peut-être entendu parler de ce terrain annexe. Enfin, c'était génial. Les pros venaient nous entraîner tout le temps. Enfin, c'était formidable. Alors, on a beaucoup de questions à vous poser. Vous avez aussi, avec Canal+, inventé, on va dire, le foot à la télé. On vous est très redevable de ça. Grand amateur de sport, de tous les sports, et l'homme aussi, mais on va vous laisser poser des questions, mais l'homme aussi de l'annonce aux Jeux Olympiques terribles à Munich. Vous avez été le premier journaliste sur la planète à annoncer cette tuerie terrible et effroyable. Oui, c'était de la chance. On ne parle pas de chance à ce moment-là, mais c'est vrai que pendant une heure, comme j'étais resté sur l'aéroport de Fürstenfeldbruck où a eu lieu le massacre final, j'étais resté parce que les autorités allemandes nous avaient dit « ça va, tout s'est bien passé, vous pouvez rentrer au village olympique, dans vos hôtels, il n'y a pas de problème ». Moi, j'avais entendu les coups de feu, j'avais vu un hélicoptère exploser. J'ai dit, tout s'est bien passé. Attendez, pour moi, c'est pas possible. Je reste. Et je suis resté et j'avais essayé de rentrer sur l'aéroport, mais il y avait des barbelés et tout ça. Je suis pas fait pour les commandos. J'ai pas réussi. Mais en revanche, j'ai croisé par une petite porte arrière de l'aéroport juste quelqu'un qui sortait, costume, cravate, chemise blanche, visage, un beau monsieur, quoi, magnifique, quoi. Et je suis allé lui dire, qu'est-ce qui s'est passé? Et il m'a répondu, on a tout manqué, tous les otages sont morts. Et je suis resté stupéfait.
Et puis, il est parti, et j'ai couru après, parce que l'AFP, il faut donner sa source. Et je ne savais pas qui était ce monsieur. Et je lui dis, mais vous êtes qui? Il me répond, je suis monsieur Kronawitter, le maire de Munich. Et là, il fallait que je décide, est-ce que je le crois? Est-ce que je ne le crois pas? Parce que quand même, les autorités allemandes avaient dit, tout s'est bien passé. Et je l'ai cru parce que il était beau, il était bien habillé, il ne pouvait pas mentir, ce monsieur-là. Il avait des larmes plein les yeux, et c'est parti comme ça, quoi. Maurice Bourrigaud. 72 Munich, mais le foot, oui, 88 Canal. Pour moi, vous avez révolutionné la façon de filmer les arbitres qui aujourd'hui, qu'on entend parler, etc. C'est vous qui avez inspiré ça. On est dans le jeu, on est dans les rucks, on est au cœur du combat avec cette façon de filmer. C'est vous qui avez inspiré ça. C'est moi et mes équipes, et mon équipe. Parce que je suis arrivé avec une idée, c'est que le sport, c'est porteur d'émotions. Et à la télévision, j'avais l'impression qu'on était en 2 dimensions, toujours, horizontale et verticale. Et qu'on n'avait jamais la profondeur. Et la profondeur, c'est l'émotion. Et moi, je voulais que les gens qui sont chez eux, qui seront toujours moins bien qu'au stade, parce que c'est au stade qu'on est le mieux, je voulais qu'ils aient de l'émotion. Et donc, c'est pour ça que j'ai cherché avec mes équipes, j'ai dit, il faut qu'on les entende, les joueurs. Il faut qu'on voit leurs yeux, pas toujours des petits bonhommes qui se déplacent autour d'un ballon. Il faut qu'on sache ce qu'ils ont fait avant. Il faut qu'on sache comment ils vont être après. Peut-être ils vont pleurer, peut-être ils vont souffrir parce qu'ils ont mal. Il faut savoir avant ce qu'ils ont fait. Est-ce qu'ils étaient bien à l'entraînement? Est-ce qu'ils étaient malades? Qu'est-ce que le coach leur a demandé? Enfin, c'était tout un ensemble. Mais toujours autour du mot émotion. Je pense que la télévision, quand on n'arrive pas à faire passer d'émotion, on a perdu. Maître Hélène Lodic-Baron. Justement, aujourd'hui, vous regrettiez que les joueurs professionnels soient en quelque sorte mis sous cloche et qu'il n'y ait plus de rapport comme auparavant avec les médias. Est-ce que vous pensez que les médias ne sont pas en quelque sorte responsables aussi de cette mise sous cloche des joueurs professionnels? Est-ce que vous pensez qu'on peut aujourd'hui rapporter un peu de simplicité dans les rapports du monde du football professionnel? Si je suis optimiste, je vous suivrai, je dirais oui, on peut. Mais si je suis pragmatique, je dis non, on ne peut plus. C'est fini. Le joueur de foot, moi, dans mes amis, j'ai des joueurs de foot, mais ils ont tous plus de 40 ans. La génération de maintenant, les joueurs maintenant, c'est fini. Ils ont des agents, on leur fait faire des déclarations stéréotypées devant des panneaux où il y a la pub. Les entraînements sont fermés. Ils ont des matchs très très souvent, ils sortent très peu le soir. Ils vont pas dîner. Leurs amis sont toujours en vase clos. Vous avez complètement raison. Le peu de temps que j'ai passé au PSG, pour moi, c'est une chose qui me heurtait. Parce que les joueurs n'ont plus de rapport avec leur public. Et le public ne les aimera plus. Vous verrez que dans quelques temps, le public n'aimera plus les joueurs. Parce qu'ils ne les connaîtront plus. Ils ont cette image comme ça. Quand je suis arrivé au PSG, j'ai dit, bon, le vestiaire à la fin du match, moi, je vais le rouvrir. Les journalistes, ils vont pouvoir aller voir les joueurs. Ça a duré 2 matchs. Mais les joueurs, ils lançaient des chaussures sur les journalistes qui rentraient. C'était impossible. Ils ont perdu le contact avec leur public, donc ils ont perdu une partie de leur âme, une partie de l'amour qu'on a pour le jeu. Et ça, c'est ce dont vous parlez là, est un danger énorme pour le foot. Un danger énorme. Parce qu'on n'aimera plus. On aime pour le moment encore Mbappé s'il est très bon. Et puis quand il est un peu moins bon, on l'aime plus, parce qu'on le connaît plus, parce qu'on ne sait pas comment il est, on ne sait pas comment il vit. Vous n'avez plus envie qu'il vienne manger chez vous. Grégory Renou, groupe Convivio. Vous évoquiez à l'instant l'importance de ce lien entre les joueurs et puis l'environnement, donc qui est en train de se perdre. J'ai lu que vous étiez impliqué dans un club plus petit et qui est en National 2, si je ne dis pas de bêtises, avec le VOC. Est-ce que globalement, un club comme celui-là et même un club de province de Ligue 1 a, pour réussir, à la nécessité d'entretenir ce lien local avec les entreprises, avec les médias, avec les politiques, avec évidemment le public et les supporters? Est-ce que cette relation à la localité est quelque chose d'important, y compris pour un club professionnel de Ligue 1 ou comme un club comme celui du VOC, par exemple? C'est absolument capital. Alors c'est vrai qu'à Paris, c'est plus compliqué,
C'est beaucoup plus compliqué, mais en province, c'est évidemment possible. Et moi, je vois ce qui est fait à Vannes, c'est très très bien. Et le rapport entre les joueurs et les sponsors et les entreprises, parce que les sponsors sont des entreprises qui s'intéressent au foot, il y a un rapport, ils viennent se voir naturellement, ils se connaissent et ils vont connaître le monde de l'entreprise. Et c'est très important. Mais ça, c'est toujours fonction des dirigeants. Moi, j'ai vu Pierre Drey aussi à Rennes emmener les joueurs du centre de formation, s'entraîner à Saint-Grégoire, aller à Béton. Il y avait des gamins qui savaient même pas que dans la rue, il y avait un boulanger, il y avait un charcutier, il y avait un marchand de journaux. Et tout ça parce que on les laisse enfermer dans les centres de formation qui sont extrêmement dangereux pour la vie des garçons. Parce que ceux qui vont sortir, ceux qui vont être Mbappé, ceux qui vont gagner 1 million par mois, qui vont jouer en équipe de France, il n'y a pas de souci pour eux. Encore qu'on verra à 50 ans comment ils seront, mais il n'y a pas de souci pour eux. Mais les autres qui échouent et tout ça, on les laisse en vase clos. Ils ne sont pas préparés à vivre, ils ne sont pas préparés à travailler. C'est également catastrophique. Et donc le rapport qu'on a à Vannes, par exemple, avec les entreprises, mais à Rennes aussi beaucoup, quand même. À Rennes, je l'ai remarqué, ça se fait beaucoup. Et il y a des clubs où ça se fait beaucoup moins, et c'est dangereux. Mais vous avez 1000 fois raison. Sans ça, le joueur qui va rester en vase clos, tant qu'il va être très fort au foot, sa vie, ça ira. Quand il jouera plus, ou s'il n'est pas bon, ou s'il est blessé, c'est un garçon, il va peut-être vivre cauchemar le reste de sa vie, quoi. C'est ça qui est important dans les centres de formation, de former, de les amener à avoir des diplômes et surtout leur apporter à garder un peu la tête froide. Maurice Bourrigaud. Maurice. Une question sur le modèle économique. Alors, je regrette qu'on n'ait que 26 minutes, mais on va zoomer, parce que vous connaissez Carnac, vous connaissez le LOSC, vous connaissez Rennes, vous connaissez tous les clubs et tous les sports. Est-ce que dans le foot, on a une fuite en avant du point de vue financier, même hors contexte du Covid? Est-ce qu'on a une fuite en avant? Comment on va gérer ce besoin de financement d'un sport éminemment capitalistique? Tant qu'il y avait on parle du sport professionnel, je présume là, tant qu'il y avait des droits télé qui n'ont cessé de monter, tout le monde pouvait gérer. C'était pas si difficile que ça, puisque les droits télé, c'était 40%, 50%, 65% pour certains clubs du budget. C'est facile, hein, on attend le chèque, il arrivait tous les 3 mois. Hop. C'est maintenant qu'on va voir les difficultés qu'il y a à gérer un club de foot et toutes les erreurs et toutes les fautes qui ont été faites. Parce que maintenant, avec Mediapro qui va arrêter très très vite, très vite même. Là, on est vraiment aujourd'hui mardi. Vous pensez que c'est une histoire de jour? Ça peut être une histoire de jour. Ça peut. Après, c'est pas une annonce que je fais. Je suis pas mais vous êtes bien informé. Je suis pas dans la négo. Mais enfin, en tous les cas, ça devient le danger est plus qu'imminent. Donc, il va y avoir un problème de financement des clubs qui déjà ont 330 millions de retard qui n'ont pas été versés, plus pas de recettes puisqu'il n'y a personne dans les stades, plus des sponsors qui se désengagent puisqu'il n'y a personne dans les stades, la télé c'est moins bien, personne voit les matchs, ça va devenir très compliqué. Et on va s'apercevoir que les modèles, il y en a très peu qui marchent. Il y aura le modèle genre Lyon qui a son stade et qui a un centre de formation qui peut lui permettre de sortir des joueurs qui jouent. Il y a le modèle genre Lille ou ce qu'avait fait Monaco qui est sur un fil. C'est-à-dire, vous prenez des joueurs, vous les revendez 2 ans après, si vous l'avez acheté, parce qu'on achète les joueurs, j'aime pas ce mot-là, mais enfin bon, on comprend mieux. Vous l'avez acheté 1 million ou 3 millions ou 5 millions et vous pouvez le revendre, ce qu'on a fait à Lille, jusqu'à 80 millions. C'est un moyen aussi de faire vivre un club. Et les autres, ça va être très, très, très compliqué. Très, très, très compliqué. Et moi, je suis très inquiet, auquel s'ajoute, je me dépêche, hein, parce que je sais qu'il faut... On est déjà à 15 minutes. Mais... Auquel j'ajoute peut-être le plus grand danger, c'est qu'en ce moment, avec le virus, les gens ne vont pas au stade. Avec le fait que Mediapro n'a pas d'audience, ils ne regardent pas non plus la télé.
Donc ils perdent l'habitude d'aller au match et de regarder les matchs. Et ça, pour rattraper ça va être le plus compliqué de tout. En 15 secondes, pour rester sur le sujet, le démantèlement de ce que l'on appelait les grandes soirées multiplex que Canal accompagnait en début et fin de championnat avec la petite musique, le fait d'en mettre à toutes les heures, que ce soit complètement éparpillé façon Pulse, c'est pas préjudiciable aussi pour la lecture du championnat ? Si, bien sûr, et je pense que tout le monde l'a compris, et je pense que ce qui va se passer, si Mediapro ferme, on va dire, ce qui va se passer là, c'est qu'on va plus voir la même chose. Je pense que on verra 1 ou 2 matchs, et les autres matchs auront lieu en même temps. Parce que je pense que tout le monde a compris que l'éparpillement, c'est exactement ce que vous dites, est un danger aussi pour l'attirance du championnat. Il faut attendre le dimanche soir 23h pour connaître le classement, alors que des équipes ont déjà joué le vendredi. Évidemment que ça nuit, évidemment. Hélène. Alors une question sur la boxe. Tyson est remonté sur le ring. À défaut d'être une réussite sportive, c'est une réussite financière phénoménale pour ceux qui ont investi sur ce combat. Est-ce que c'est effectivement du sport? Est-ce que c'est du business? Est-ce que c'est du sport business? Qu'est-ce que ça vous inspire, ce genre de combat? Vous êtes charmante, donc je ne vais pas vous contredire, mais je ne crois pas que c'était une grande réussite financière, parce que le pay-per-view aux États-Unis n'a pas marché autant qu'ils l'espéraient, et ils l'ont quasiment donné aux autres chaînes, et la chaîne pour laquelle j'ai commenté le comeback de Tyson la semaine dernière a payé aux environs de $50 000 un combat qui d'habitude s'achetait, je sais pas, 3 millions, quoi. Donc, et c'est pas une réussite sportive parce que c'était pas vraiment du sport. Le seul intérêt, c'était de voir est-ce qu'un garçon comme Tyson, qui était incroyablement charismatique, qui a été un boxeur incroyable, est-ce qu'à 54 ans, il peut encore ressembler à un sportif? Et lui, il a ressemblé à un sportif. Alors, il n'est évidemment pas un poids lourd du niveau des Joshua, enfin des grands poids lourds. Il est incapable d'aller faire un vrai combat. Mais il a été capable, alors qu'il a été au fin fond de la drogue, de l'alcool, de tout ce qui peut tuer quelqu'un, ben, il a été capable de montrer qu'à 54 ans, il était encore beau, il avait encore de beaux gestes. Mais c'est tout. Il ne s'est rien passé d'autre. Grégory. Alors je reviens sur le foot. Vous avez évidemment une longue expérience du monde du foot, et vous êtes un supporter de nombreux clubs, mais le Stade Rennais a une part dans votre cœur, je le sais. Vous avez forcément suivi l'actualité de ces 3 dernières années. Le Stade Rennais s'est révolutionné sur beaucoup de sujets. Il a redonné de la fierté aux Rennais, le supporter que je suis en premier lieu. Sur quel levier on peut appuyer pour expliquer une telle transformation en si peu de temps, puisqu'on est passé quand même d'une image de loser à un certain nombre de succès et en particulier évidemment le titre de Coupe de France? Alors l'image de loser, moi je l'ai pas, je l'ai jamais eu. Je me suis toujours accroché avec tout le monde dehors. C'est dehors, parce que quel loser? C'est une équipe qui a fini dans les 7 premiers du championnat pendant quasiment 10 ans. Et je profite de là de dire que ça, on le doit à Pierre Dréaussy, qui lui a complètement redressé le club. Il ne faut pas oublier ce qui a été fait avant. Et qui a fait 3 finales au Stade de France en 5 ans. Seul le Paris Saint-Germain a fait aussi bien. Oui. Donc pour moi, Rennes n'était pas un loser. Après, les résultats ont été évidemment meilleurs. Là, on va en Ligue des Champions. Ça tient à plein de choses. Ça tient, je pense, à l'avènement des jeunes, que le centre de formation, qui est un très bon centre de formation, a sorti des jeunes qui peuvent jouer en équipe première, mais non seulement qui peuvent être dans le haut des équipes premières. Et ça, je pense que c'est capital. Après, je pense que Monsieur Pinault a bien joué son rôle, non pas de banquier, comme j'entends souvent, mais j'appellerais ça une assurance. C'est-à-dire qu'il faisait des avances quand il y avait besoin pour aller engager un joueur et que la trésorerie du club est pas suffisante, mais il a jamais jeté de l'argent par les fenêtres, et personne ne pourrait penser que le Stade Rennais est la danseuse de M. Pinault, sûrement pas.
Et puis, ça a été bien organisé. Moi, j'ai travaillé 4 ans à la cellule recrutement avec Pierre Drey aussi. C'était vraiment bien organisé. Ça se mettait en place. Après, les planètes se sont alignées. Il est arrivé des bons entraîneurs. Il y avait des bons avant, mais ils sont arrivés des très bons entraîneurs. Pas forcément Julien Stéphan, qui est un très très bon entraîneur, mais aussi ceux qu'il y a eu avant, qui ont aussi fait du bon travail. Lamouchi, par exemple, a fait du très bon travail. Tout ça s'est mis en place, tout ça a été sérieux, et pour moi, c'est une réussite formidable et que j'admire, même si en ce moment, on pleure un petit peu, mais on a tort de pleurer, parce qu'il ne pouvait pas en être autrement. La première année en Ligue des Champions, on ne peut pas avoir de meilleurs résultats que ça. J'ai vécu de l'intérieur avec Lille l'année dernière, et une saison en Ligue des Champions, il n'y a pas d'exemple autrement, ça coûte entre 6 et 10 points en championnat. Toujours. Pour tout le monde. Donc pour Rennes aussi, 6 ou 10 points. Je rajouterais, quand on perd un des meilleurs gardiens du monde, ça coûte 5 ou 6 points de plus. Edouard Mendy parti à Chelsea. Enfin, on a entendu cette fameuse musique sacrée au Roazhon Park, au stade de la Route de Lorient. Pour vous, Charles Bietri, la grosse déception, c'est que cette enceinte de 30 000 personnes, mis à part un match, était à huis clos. On va prendre peut-être la dernière question, Maurice. Difficile. Histoire géo à Rennes, vous êtes un homme très cultivé. Vous avez parcouru le monde entier. En vous voyant, ça me fait rêver. Qui sont les hommes que vous admirez et les femmes que vous admirez parmi les principaux politiques d'aujourd'hui, d'hier, ceux que vous avez côtoyés? Vous avez vu dans le monde entier des gens extraordinaires. Qui sont ceux qui suscitent une admiration chez vous? Ça ne surprendrait pas que je dise d'abord mon père. Mon père, il a été adjoint au maire à Rennes. Et j'avais énormément d'admiration pour lui. Et il m'a donné le goût de la politique aussi. J'ai beaucoup hésité à faire de la politique parce que je trouve que on doit ça à notre pays, on doit ça à tous les autres. Et je suis conseiller municipal à Carnac, c'est bien peu de choses. Mais je pense que les hommes politiques, je suis effaré qu'on les vilipende comme ça en ce moment. Parce que beaucoup, pas tous malheureusement, beaucoup ont fait ça pour aider les autres. Moi, de ceux que j'ai rencontrés, je sais pas, peut-être vous le connaissez pas comme homme politique, mais André Rousselet, qui a été président de Canal+, était le conseiller principal de François Mitterrand. Ce qui m'a permis de rencontrer un peu François Mitterrand. J'ai beaucoup d'admiration. Alors pour André Rousselet, qui a disparu malheureusement, c'est plus que de l'admiration. C'est quelqu'un d'absolument exceptionnel. Mitterrand, ouais, je trouve que Mitterrand, il a bien travaillé et que beaucoup de gens doivent lui être redevables. Après, les hommes politiques, maintenant, c'est difficile de les admirer. Ils sont tous presque dans l'agressivité, sans cesse dans l'agressivité. Je veux dire, c'est rare que celui qui est là, il va jamais trouver que quelque chose de bien est fait par celui qui est là. Et celui qui est là, inversement. Et ça, c'est insupportable. C'est insupportable. En plus, c'est amplifié par les chaînes info, dont on n'est pas certain que ça soit un bienfait pour la nation, ces chaînes. Donc, des hommes politiques, après, c'est pas très populaire, mais j'ai beaucoup aimé côtoyer Manuel Valls. Ouais, il a fait des bêtises, mais pas des grosses, hein, mais voilà, et autrement... Ministre des Sports. Des ministres des Sports... 20 secondes. 20 secondes. Il n'y en a pas beaucoup qui m'ont marqué. Charles Bietri, on était très très heureux et on est vraiment très très frustrés de ne pas poursuivre. Mais vous connaissez un peu les timings en télé, toujours très très serrés. Il nous reste 45 secondes, générique compris. Votre Bretagne, elle est là à tout jamais pour vous. Si vous aviez 3 mots pour la qualifier, votre Bretagne, et puis peut-être la Bretagne et le sport. 3 mots, je sais pas. Il y a sincérité. Parce que les Bretons, ils sont comme ça. Il y a travail, parce qu'ils ont une vertu du travail. Et puis, je dirais fidélité. La fidélité. Là, si je vais dans la rue, je vais rencontrer des copains de 60 ans. Voilà, 3 mots, on avait dit.
Merci Charles amour, Guitry. quoi. Merci beaucoup aux 3 chroniqueurs du jour, Maurice, Hélène et Grégory. Nous étions vraiment très très heureux de vous accueillir sur ce plateau du TVR BPGO Business Club. Merci, passez une excellente semaine à tous. La Banque Populaire Grand Ouest donne le go pour TVR Business Club. #la réussite est en vous.